Nous nous dirigeons maintenant hors de la Voie lactée à une distance d'environ 50 km/s, c'est-à-dire 50 000 parsecs ou environ 163 000 années-lumière. Mais au fait, qu'est-ce qu'un parsec? Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière, sachant qu'une année-lumière correspond à environ 9,46 billions de kilomètres. Le mot parsec est une combinaison de deux mots, parallaxe et seconde. La parallaxe est le décalage qu'un objet semble opérer lorsqu'il est observé de deux points de vue différents. En regardant un objet avec ton œil gauche, puis ton œil droit, tu verras que l'objet semble se déplacer. C'est la parallaxe. Lorsqu'un objet astronomique est photographié depuis la Terre, puis à nouveau 6 mois plus tard, lorsqu'elle se trouve de l'autre côté du Soleil, le décalage est mesurable en degrés d'arc ou en minutes d'arc, en secondes d'arc et jusqu'à des millisecondes d'arc. Un parsec est une parallaxe d'une seconde d'arc, qui correspond à environ 3,26 années-lumière. Comme tu ne peux pas vraiment mesurer une année-lumière avec une règle ou un mètre à ruban, les parsecs sont un moyen scientifique d'indiquer la distance d'une étoile ou d'un objet à l'intérieur de la galaxie. Plus la parallaxe est grande, plus l'objet est proche. Plus la parallaxe est petite, plus il est éloigné. Tout droit au cœur de la nébuleuse de la Tarentule se trouve l'amas d'étoiles R136. À une distance d'une année-lumière, il y a plus de 40 étoiles, ayant chacune une masse plus de 50 fois supérieure à celle du Soleil. En comparaison, on ne trouve pas une seule autre étoile à moins de 4 années-lumière de notre étoile mère, ce qui est une bonne chose. Tu peux observer la supernova 1987A à environ 2 heures au-dessus de toi. Une étoile géante bleue a subi une implosion de son noyau, ce qui a donné lieu à une supernova de type 2, 100 millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle a laissé derrière elle une étoile à neutrons enveloppée de poussière et de gaz, ainsi qu'un feu d'artifice des plus spectaculaires. 1987A, dans le Grand Nuage de Magellan, est la supernova la plus proche de la Terre à s'être produite depuis l'an 1604. Elle a eu lieu au sein de la Voie lactée, à environ 20 000 années-lumière de notre planète, et on a rapporté à l'époque qu'elle avait été visible en plein jour pendant environ 2 semaines. Après que 1987A soit devenue une supernova, parce qu'il s'agissait d'une étoile géante bleue, les spéculations se sont multipliées sur le fait que l'étoile géante bleue Rigel, l'étoile du pied de la constellation d'Orion, pourrait bien devenir une supernova dans un avenir pas si lointain, à moins qu'elle n'en soit déjà là. Rigel se trouve à environ 860 années-lumière de la Terre. Donc, tout ce qui arrive à Rigel prendrait environ 860 ans avant d'être observé sur Terre. La supernova 1987A a éjecté des éléments lourds comme le cobalt, le nickel, le fer et des silicates plus légers dans la nébuleuse de la Tarentule où ils formeront les éléments de base de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Notre serveur propose à présent des collations sur le thème de l'espace. Pour les enfants, nous recommandons la barbe à papa façon Jupiter. Le prochain arrêt est la galaxie d'Andromède et ses environs. Remarque son halo alors que nous laissons derrière nous la Voie lactée et ses 300 milliards d'étoiles. Pas moins de 150 amas globulaires résident dans ce halo galactique. Ils gravitent autour du disque et contiennent certaines des plus vieilles étoiles de l'univers. La façon dont elles sont arrivées ici, dans notre galaxie natale, fait l'objet d'études poussées. Tu remarqueras NGC 6822, une galaxie naine irrégulière à tribord. NGC fait référence au nouveau catalogue général des objets astronomiques. On pourrait penser qu'il y a eu un ancien catalogue général, mais ce n'est pas le cas. Il y a juste un nouveau catalogue. Il existe toutefois un nouveau catalogue général révisé auquel les astronomes se réfèrent régulièrement. Voilà qui clarifie les choses, n'est-ce pas? En passant devant NGC 6822, tu remarqueras une barre magnétique qui commence à se former et les taches brillantes de nouvelles formations d'étoiles. Cette galaxie a été découverte en 1884 par E.E. Barnard et est aussi appelée la galaxie de Barnard. Monsieur Barnard était un observateur astronomique hors pair. Un cratère sur la Lune porte son nom, un autre sur Mars, ainsi qu'une zone de Ganymède, la lune de Jupiter. Une planète mineure se dénomme également 819 Barnardiana, et l'étoile qui se déplace le plus rapidement dans le ciel, l'étoile de Barnard. Peu de gens ont autant inscrit leur nom au firmament qu'Edward Emerson Barnard. En approchant de la galaxie géante d'Andromède, avec ses billions d'étoiles, nous passerons au-dessus de son bord ouest
et visiterons l'une de ses compagnes naines de l'énorme galaxie, M110 ou NGC 205. Oui, elle a aussi 2 noms. Tu n'as que l'embarras du choix. La première en son genre, une galaxie sphéroïdale naine d'environ 3,5 milliards de masse solaire. M110, ou NGC 205 si tu préfères, possède 8 amas globulaires près de son noyau. Elle sera aussi avalée ou accrétée par la galaxie d'Andromède. Elle a peut-être été déjà dépouillée d'une grande partie de ses étoiles et de son gaz, un point mis en évidence par l'absence générale de formation d'étoiles de M110. Et maintenant, notre dernier arrêt, M33, la galaxie du Triangle, la 3e et dernière galaxie spirale de notre groupe local. Située dans la petite constellation du Triangle, M33 fait environ la moitié de la taille de la Voie lactée. La recherche d'extraterrestres est en cours. Avec le lancement réussi du télescope James Webb, la recherche de planètes comparables à la Terre est devenue un sujet passionnant qui retient l'attention du monde entier. Au-delà du télescope James Webb, d'autres outils sont utilisés pour trouver de bonnes candidates semblables à la Terre. Le satellite TESS et le télescope Kepler sont à l'avant-garde de la recherche de nouvelles terres. Une fois que nous aurons écarté quelques questions philosophiques épineuses, nous examinerons de près ces 2 recherches et ce que le télescope James Webb espère trouver. Alors, pourquoi cherchons-nous des planètes semblables à la Terre ? Parce qu'on peut. Des progrès incroyables dans la technologie des télescopes terrestres ont permis des observations ultra précises de la lumière des étoiles qui ont conduit à la première découverte d'exoplanètes. Lorsque les planètes tournent autour des étoiles, il y a une interaction gravitationnelle entre la planète et l'étoile. Elles s'attirent mutuellement. L'attraction exercée par une planète sur une étoile fait que la lumière de l'étoile oscille légèrement d'avant en arrière, lorsque les 2 corps spatiaux tournent autour de celle-ci. Cela a toujours été le cas, mais l'oscillation de la lumière des étoiles n'a jamais pu être détectée, car la lumière des étoiles scintille toujours. Tu sais, scintille, scintille. Bref. L'optique adaptative dans les télescopes est la percée technologique qui a permis aux astronomes de découvrir des exoplanètes en supprimant le scintillement de la lumière des étoiles. Des ressorts mécaniques placés sous les miroirs des télescopes les courbent très légèrement pour neutraliser la distorsion, le scintillement, causé par la lumière stellaire qui traverse l'atmosphère terrestre. Sans le scintillement de la lumière des étoiles, on peut observer la légère oscillation causée par les étoiles, qui exercent une attraction gravitationnelle sur leurs astres. Plus l'oscillation est grande, plus il y a de planètes. C'est ce qu'on appelle la méthode astrométrique de détection des exoplanètes. N'est-ce pas un peu compliqué ? L'existence de systèmes stellaires entiers et littéralement de milliers d'exoplanètes a été déduite sur la base d'étoiles proches en analysant les motifs ondulatoires de la lumière des étoiles. Mais les planètes elles-mêmes ne pouvaient pas être vues. Tout à coup, notre système solaire n'est plus unique. Les astronomes se sont emballés devant la conclusion inéluctable que toutes les étoiles possédaient probablement leur propre planète. Il est devenu impossible de ne pas se poser la question suivante. La Terre est-elle unique ou existe-t-il d'autres terres ? Mais pourquoi importe-t-il autant de trouver des planètes semblables à la Terre ? Si l'on considère toutes les ressources financières que les pays développés consacrent à la recherche de planètes habitables, on peut dire sans hésiter qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important. Avec le lancement du télescope James Webb, qui a coûté 10 milliards de dollars américains, le télescope spatial Kepler, qui a coûté 550 millions de dollars, et le satellite TESS, qui a coûté 200 millions de dollars, l'investissement dans la recherche de planètes semblables à la Terre est certainement de la plus haute importance. Si l'on garde à l'esprit que ces coûts ne couvrent que le matériel et que l'on veut avoir une idée de l'ampleur de la recherche, il faut également inclure les salaires d'une équipe de chercheurs, de docteurs et d'étudiants de 3e cycle, recrutés dans les universités, les agences spatiales nationales et les institutions privées du monde entier. Nous en conclurons que trouver une autre Terre est une entreprise vraiment gigantesque. Et si nous en trouvons une, alors la Terre n'est plus seule. Ce n'est pas que nous puissions aller sur l'une de ces planètes de sitôt, les voyages interstellaires nécessitent des percées physiques et technologiques que nous ne sommes pas prêts d'atteindre. Mais le seul fait de savoir qu'il existe des planètes dans la Voie lactée qui ressemblent à la Terre dans tous ses aspects essentiels, comme l'eau liquide, l'oxygène et l'habitabilité, rendra l'espace moins inquiétant, plus accueillant et plus passionnant à étudier et à explorer. Cela pourrait également nous rendre plus fiers de notre planète et faire de nous tous de meilleurs terriens. La triple mission à la recherche d'autres terres
Le télescope Kepler, le satellite TESS et le télescope James Webb utilisent des approches distinctes pour trouver des exoplanètes. Et l'acronyme TESS nous indique quelle est cette méthode. Le T signifie transit, et c'est la clé de toute la recherche d'exoplanètes. E signifie, tu l'as deviné, exoplanète. La cible de notre recherche d'une autre Terre, S, signifie survey ou étude, parce que TESS examine des centaines de milliers d'étoiles proches. Et S signifie satellite, parce que TESS est en orbite autour de la Terre, contrairement au télescope spatial James Webb, qui sera en orbite autour du Soleil. Lorsqu'une planète passe devant une étoile, cela s'appelle un transit. La planète bloque une partie de la lumière provenant de l'étoile. Cette diminution ou gradation de l'étoile peut être mesurée. L'atténuation de la lumière des étoiles nous apprend beaucoup de choses sur une planète. En connaissant la luminosité de l'étoile et l'atténuation de sa lumière lors d'un transit devant elle, nous pouvons déduire si la planète est géante ou si elle est proche. Mais nous ne saurons pas distinguer si elle est l'un ou l'autre. Est-elle géante ou proche? Jusqu'à ce que l'orbite de la planète soit également chronométrée. Cela signifie que notre satellite TESS doit prendre des vidéos de longue durée de ces étoiles. Des vidéos d'étoiles, voilà qui plairait à Hollywood. Le satellite TESS n'a pas de télescope. Il utilise 4 caméras CCD pour retransmettre en direct des vidéos de longue durée d'autant d'étoiles que possible. Des centaines de milliers d'étoiles. Pourquoi tant d'étoiles? Parce que pour observer le transit d'une planète, celle-ci doit passer directement entre les caméras du satellite TESS et l'étoile elle-même. Si une planète ne se trouve pas exactement entre l'astre et l'angle de caméra de TESS, elle ne pourra pas être vue car elle n'altérera pas la lumière stellaire. Les combinaisons spatiales sont constituées de différents matériaux, éléments et mécanismes afin de protéger le corps dans le vide de l'espace. Et c'est une bonne chose. Aucun être vivant ne peut y flotter sans protection contre les températures glaciales et l'absence d'oxygène, sans parler des rayons brûlants du soleil et des divers objets qui pourraient potentiellement s'écraser sur toi. Le terme technique pour désigner une combinaison spatiale est « unité de mobilité extravéhiculaire ». Elles sont extrêmement durables et leur fabrication est hors de prix, chaque combinaison pouvant coûter jusqu'à 10,4 millions de dollars. Toutes les combinaisons spatiales sont faites sur mesure, leurs divers accessoires et composants étant conçus et fabriqués par 80 entreprises différentes. La taille des composants peut varier et tenir dans la paume de ta main ou mesurer jusqu'à 75 cm. Une combinaison comporte 18 éléments distincts et est constituée de 16 couches. En réalité, il y en a 14, mais si l'on ajoute les 2 couches internes, cela fait 16 au total. Rien que ça. La combinaison spatiale a évolué au fil des décennies pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un mini vaisseau spatial de forme humaine. Elle est conçue pour reproduire les conditions de vie dans l'atmosphère terrestre afin que les astronautes puissent survivre dans l'espace. Elle est dotée d'un système permettant un apport d'oxygène et l'expulsion du dioxyde de carbone. Elle est suffisamment résistante pour protéger l'astronaute des radiations solaires, des rayons du soleil et des micrométéorites. Les conditions hors de notre atmosphère peuvent être extrêmement rigoureuses. C'est pourquoi les combinaisons sont équipées d'un système de contrôle de la température et d'une enceinte pressurisée. Les températures à l'extérieur de la combinaison peuvent aller de 120 degrés Celsius, aïe, à moins 150. Elles sont conçues pour préserver la vie hors de notre atmosphère. La partie principale de la combinaison est un vêtement de refroidissement fait de nylon, de fibre élastane et de tubes. Il est spécialement fabriqué pour contenir environ 90 mètres de tubes, tressés de manière très dense à l'intérieur d'un vêtement qui recouvre tout le corps sauf la tête, les pieds et les mains. De l'eau réfrigérée circule dans les tubes près de la peau pour réguler la température du corps et le refroidir durant son séjour dans l'espace. C'est un peu comme le ventilateur de ton ordinateur qui est là pour refroidir ta machine lorsqu'elle surchauffe. L'ensemble du vêtement est relié à un système de survie. Le système de survie est l'une des parties les plus importantes de la combinaison et son assemblage nécessite un travail méticuleux. Tout ce qui se trouve dans ce compartiment est indispensable à la survie de l'astronaute. Toute erreur de calcul pourrait être catastrophique et même mettre sa vie en danger. Oh là là! C'est là que se trouvent les réservoirs d'oxygène pressurisés, remplis et fermés hermétiquement. Grâce à un réservoir d'oxygène, on peut tenir jusqu'à 7 heures. Un réservoir secondaire ajoute environ 30 minutes d'oxygène à celui ou celle qui se trouve dans la combinaison. Les astronautes ne peuvent pas se permettre de gaspiller l'oxygène quand ils sortent de leur station. Ils apprennent donc à respirer de manière adaptée.
Il y a aussi le dispositif d'expulsion du dioxyde de carbone qui comprend une cartouche filtrante faite d'hydroxyde de lithium, elle aussi rattachée à un tube. De cette façon, il n'y a pas de dioxyde de carbone toxique à l'intérieur de la combinaison qui purifie en permanence l'air qu'elle contient. À côté de ça, il y a un ventilateur qui sert à rafraîchir l'astronaute lorsqu'il se déplace. Porter une combinaison si lourde n'est pas facile et demande un grand effort physique. Même si la gravité est plus faible là-haut, tu dois quand même bouger tes bras et tes jambes, ce qui peut être fatigant à la longue. Il y a aussi une source d'énergie électrique et une radio bidirectionnelle pour communiquer avec la base. Et juste au cas où quelque chose arriverait, un système d'alerte est installé pour prévenir l'astronaute des défaillances du système. Oh oh! Enfin, il y a le système de refroidissement hydraulique qui maintient le corps à bonne température. Une fois que le système de survie est assemblé, il est rattaché à la partie supérieure du torse qui est rigide. Le casque des combinaisons conçu pour les sorties dans l'espace sert de chambre de pression et est fabriqué en plastique. Il y a un anneau au niveau du cou pour le maintenir en place avec un sas et un système de ventilation qui fournit de l'oxygène à l'astronaute. Et il est également branché à une bouteille d'oxygène de secours juste au cas où. Pendant que les astronautes travaillent dans l'espace, ils pourraient avoir envie de boire un peu d'eau. Et heureusement, il y a une paille intégrée pour qu'ils puissent le faire. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le soleil brille en permanence et peut être éblouissant. Pour protéger l'astronaute de ces rayons, on installe une visière dont le revêtement est en or. Et qu'est-ce qu'un casque de combinaison spatiale sans une caméra pour tout enregistrer? Comme la radio bidirectionnelle est connectée au système de survie, les écouteurs et le microphone sont placés dans la mentonnière et l'astronaute peut communiquer avec la base. L'espace peut être sombre. Oui, en réalité, il l'est la plupart du temps. Alors il y a une lampe intégrée qu'ils utilisent lors des opérations sur des objets proches. Mais continuons notre défilé de mode spatial. Fixé à l'unité inférieure du torse, nous avons le pantalon et les bottes. Il y a aussi une connexion qui va du genou à la cheville et à la taille et qui comprend une poche pressurisée faite d'un nylon spécialement enduit. La plupart de ces éléments sont fabriqués à partir de matériaux durables adaptés aux missions spatiales et constituent également une tenue de soirée élégante pour l'astronaute qui aime sortir la nuit. Tu peux ajuster la taille des anneaux au niveau des cuisses et des jambes quand tu le souhaites. C'est une bonne chose lorsque l'astronaute sort marcher et se dégourdir les jambes. L'astronaute porte aussi des chaussettes thermiques sous ses bottes de style randonnée qui sont équipées d'un système chauffant qui garde ses orteils bien au chaud. La partie supérieure du torse est à la fois rigide et légère. Elle est faite de métal et de fibres de verre et relie l'intérieur de la combinaison au système de survie. Elle ressemble à un t-shirt et on y attache les manches de la combinaison qui vont jusqu'au poignet. Elle vient également se fixer à l'anneau du casque. On y trouve les réservoirs d'eau et d'oxygène et bien d'autres équipements nécessaires pour l'espace. Les combinaisons spatiales les plus récentes sont pourvues d'une entrée à l'arrière pour que les astronautes puissent se glisser à l'intérieur. Quel style! Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie objet céleste vacillant. La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA. Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit.
Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète. La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très longtemps, mais pas dans une galaxie très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux. Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalé ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ 4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ses premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites. Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chaud qui tournait autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était alors moins intense, ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Un mur de feu se répand autour de l'épicentre de l'impact. Il brûle tout sur son passage. Les vagues soulevées par l'explosion déferlent sur les grandes villes. Et les tremblements de terre sont si puissants que les immenses gratte-ciel s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce sont les conséquences possibles de la collision avec le premier objet interstellaire de l'histoire à travers notre système solaire. Nous l'avons découvert en 2017, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce dont il s'agit exactement. Un astéroïde, une comète ou le vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, les scientifiques l'ont nommé Oumuamua. Ce mot hawaïen sonne un peu comme le cri de la vache à nos oreilles, je te l'accorde. Quoi qu'il en soit, sa vitesse est beaucoup plus grande que celle des autres astéroïdes, environ 87 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en moins de 3 minutes
Et donc cet astéroïde pourrait voyager de la Terre au Soleil en environ 2 mois. En comparaison, nos fusées peuvent voyager jusqu'à 27 000 km/h. Le même voyage d'un bout à l'autre des États-Unis leur prendrait environ 9 minutes. De nombreux scientifiques supposent donc qu'il s'agit d'un objet artificiel créé par une civilisation très avancée. D'accord, la forme de l'objet joue en faveur de cette théorie. Il est long et étroit et ressemble à un vaisseau spatial. Il fait environ 800 mètres de long, ce qui est bien plus grand que la tour Eiffel. Les scientifiques ont voulu savoir si Oumuamua était vraiment un vaisseau spatial et ils ont orienté leur radiotélescope vers lui. Si la civilisation à bord de ce vaisseau utilisait des systèmes de communication ou nous observait avec leur technologie, nous l'aurions découvert, mais ils n'ont perçu qu'un grand silence, un peu comme ça, pas une seule onde radio. Mais cela ne réfute pas la théorie de la civilisation extraterrestre. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de déterminer le poids de l'objet. Pour ce faire, nous utilisons la lumière, plus précisément sa réflexion. Différents matériaux reflètent la lumière différemment. Prenons une pierre noire inconnue par exemple. Elle absorbe presque toute la lumière et ne reflète pratiquement rien. Regarde ensuite dans le catalogue, c'est du charbon de bois. En connaissant la taille et le matériau de l'objet étudié, nous pouvons déterminer son poids. Nous devions donc voir quelle quantité de lumière cet objet réfléchit, et lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope sur Oumuamua, ils ont découvert qu'il reflète des couleurs qui correspondent au fer et aussi à certaines roches solides. Et aussi que Oumuamua clignotait tout le temps. Une vive lumière soudaine qui s'éteint lentement peu après, puis qui se remet à briller. Cela signifie qu'il tournait. Et il ne tournait pas autour de son axe comme une flèche, il tournait de façon chaotique, changeant de position sans cesse. Tout objet artificiel ou vaisseau spatial aurait été détruit par de tels mouvements. Mais Oumuamua est toujours intact. Cela veut dire que les matériaux dont il est fait sont super durs et qu'il ne risque pas de se désagréger de sitôt. Et il n'est pas creux comme un vaisseau spatial. C'est un corps solide. Eh oui, comme moi. Sa vitesse stupéfiante le rend assez mystérieux. Certaines comètes peuvent atteindre la même vitesse ou même une vitesse supérieure. Mais cela est dû à ce qu'on appelle l'effet fusée. Quand un vaisseau spatial décolle de sa rampe de lancement, tu vois du feu jaillir de ses moteurs. Chaque seconde, la fusée mélange son carburant à l'oxygène, ce qui produit ses flammes. Et elle se voit propulsée à une vitesse fulgurante. Selon les lois de la physique, c'est comme si tu prenais appui sur un mur pour sauter. La fusée saute en quelque sorte vers le haut grâce au gaz de combustion qu'elle projette. C'est ainsi qu'une fusée crée la poussière nécessaire et accélère. Les comètes fonctionnent sur un principe similaire. Les rayons du soleil frappent la surface de la comète, les éléments légers comme la glace commencent à s'évaporer, ce gaz va dans un sens et la comète dans l'autre. Comme une fusée, la comète est poussée par le gaz qui s'évapore et ainsi elle accélère. Ce gaz vient aussi former la longue queue de la comète. C'est comme si l'énorme rocher entraînait tout ce gaz derrière elle, ou comme si une voiture entraînait l'air avec elle en roulant à grande vitesse. Mais Oumuamua n'est pas une comète, et il n'a pas cette queue, et il n'est pas soumis à cet effet fusée dont je viens de parler, donc il n'aurait pas dû atteindre cette vitesse. Mais certains scientifiques pensent que Oumuamua avait autrefois une queue, bien que nous l'ayons découvert en 2017, il est dans notre système solaire depuis 1995, et à cette époque, les rayons du soleil le touchaient déjà. Lorsque nous avons découvert cet astéroïde, il avait déjà perdu environ 95% de sa masse, c'est-à-dire qu'il s'est tout simplement évaporé. D'autres scientifiques pensent que Oumuamua a acquis cette vélocité dès sa naissance quelque part dans un autre système stellaire ou dans une nébuleuse. Il a peut-être eu une collision spectaculaire entre une exoplanète et un autre objet cosmique. L'énergie explosive colossale de la collision aura projeté ce caillou de forme oblongue dans l'espace. Il a pu s'agir encore de l'explosion d'une supernova. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se transforme en géante rouge, elle se met à gonfler et devient des centaines de fois plus grosse. Ensuite, elle rétrécit et explose avec une puissance formidable. Les ondes de l'explosion peuvent se propager à plusieurs années-lumière de l'épicentre, et c'est l'un des événements les plus lumineux de l'univers. Une supernova pourrait donc avoir réduit une exoplanète en morceaux. Et l'un de ces morceaux, Oumuamua, aurait accumulé énormément d'énergie et de vitesse et commencé son long voyage vers la Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi Oumuamua continue de tourner si violemment. Mais récemment, des scientifiques ont publié une théorie selon laquelle Oumuamua pourrait être un bloc de glace géant. La glace à laquelle nous sommes habitués est de l'eau H2O. Mais Oumuamua pourrait être de la glace d'azote N2. Il serait resté intact dans l'espace interstellaire
pendant 500 millions d'années, et en arrivant dans notre système solaire, la glace d'azote aurait réfléchi les 2/3 des rayons du Soleil. Ainsi, il ne serait pas énormément réchauffé. Cela expliquerait pourquoi Oumuamua ne possède pas de queue.